Voilà, François Mitterrand, sa part de mystère, ce qui peut apparaître surprenant pour celui qui a pourtant exercé le plus long mandat présidentiel de la Ve République. On l'a vu, un homme hanté par la mort, affaibli par la maladie, mais soucieux de peser jusqu'au bout, par goût du pouvoir, sans doute aussi par goût de la postérité. Il y a du romanesque, bien sûr, chez ce passionné des belles lettres, une part de mysticisme aussi chez cet homme qui a reçu une éducation catholique. Quelle trace laisse-t-il aujourd'hui dans la pratique présidentielle? C'est le point de départ de notre débat après ce film Mitterrand à bout portant de Jean-Philippe Dian. Et pour approfondir à présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dominique Bertinotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous avez été ministre déléguée à la famille dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, vous avez été l'archiviste de François Mitterrand et vous êtes membre de l'Institut François Mitterrand. On vous doit Le jour où la gauche s'est perdue, paru aux éditions Calman-Lévy. Bonjour à vous Michel Cotta. Bonjour. Journaliste, éditorialiste. On vous donne notamment Le Monde selon Mitterrand, combat, pensée, arrière-pensée chez Taillandier. Autrement dit, on est au cœur de notre sujet. Et avec nous également Pierre Favier, bonjour. Bonjour. Vous avez été pour l'agence France Presse, vous avez suivi François Mitterrand pendant les 2 septennats et vous avez même eu de nombreuses occasions évidemment de converser avec lui, le privilège de déjeuner avec lui jusque dans les semaines qui ont précédé sa mort. On vous doit un ouvrage de référence, La décennie Mitterrand, paru en 1990 ou plus proche de nous, 10 jours en mai, l'histoire de cette alternance de mai 1981, paru en 2011 aux éditions du Seuil. Alors, je voudrais qu'on commence par vous, Michel Cotta, parce qu'on ressort de ce film en se disant que plus on s'intéresse à François Mitterrand, plus il nous apparaît énigmatique. D'où vient, selon vous, cette part de mystère? C'est quelqu'un de très rationnel, médité, et aussi quelqu'un de très irrationnel. Et de sa volonté, autant que je remonte dans mon esprit, Mitterrand a toujours voulu brouiller les pistes sur lui-même. Ses amis ne se connaissaient pas, il les connaissait les uns après les autres, et lorsqu'ils se sont rencontrés en 1981, ils étaient très étonnés, tous, de voir que, je ne sais pas moi, André Rousselet ne connaissait pas Roland Dumas, enfin, bon. Donc il y a toujours eu une volonté d'aller plus haut, donc d'échapper aussi aux contraintes de la politique, et de mettre un peu de ciel et d'idées dans tout ce qu'il faisait. Le sfumato, quoi. Il cultivait cette ambiguïté, ce mystère, Dominique Bertinotti. Moi, je raisonne. Enfin, vous dites mystère. Moi, je pense que c'était la condition de sa propre liberté. C'est un homme qui est très, très attaché à sa liberté à la fois individuelle, mais aussi à sa liberté dans la décision politique qu'il va prendre. Il déteste être soumis à la pression de quiconque, de lobbies variés et divers, et il veut donc garder cette liberté. C'est inconcevable dans son exercice du pouvoir que d'être dans une lecture immédiate par tout le monde, que tout le monde sache tout. C'est inconcevable. Pierre Favier, ne pas se dévoiler, c'était comment dire, un levier de pouvoir pour lui? Oui, sans doute. François Mitterrand est, comme tout le monde le sait, il a écrit depuis longtemps, était un homme très secret, qui ne se confiait très peu, même jusqu'à ses amis les plus proches, comme André Rousselet, par exemple, dont on parlait à l'instant. Il a côtoyé, fréquenté André Rousselet pendant 40 ans, et lorsqu'on interrogeait André Rousselet à la fin de sa vie, en lui disant « Quelle part connaissez-vous de François Mitterrand ?» Il disait « Je l'ai fréquenté, je l'ai vu presque tous les jours pendant une trentaine d'années et je dois connaître à peu près 10% de la personnalité de François Mitterrand. » C'est dire, c'était un homme qui se confiait très peu et qui était resté effectivement très secret. Et je crois, comme Dominique Bertinotti, pour garder sa liberté. Il se confiait peu et pourtant il parlait beaucoup. Vous en êtes témoin, vous avez eu des conversations avec lui. Alors il ne disait rien? Oui, j'ai eu des conversations pendant la vingtaine d'années pendant lesquelles je l'ai suivi, enfin les 14 années à l'Élysée, puis et d'abord les quelques années où je le suivais au PS, et après avoir quitté l'Élysée, où je l'ai vu à peu près une fois tous les mois pour déjeuner, c'est-à-dire 5-6 fois après son départ de l'Élysée. Là, effectivement, il parlait, mais il n'était plus l'homme d'État
et le président de la République. Il était le président de la République qui avait quitté le pouvoir depuis quelques mois et qui était effectivement très marqué, frappé et qui souffrait de la maladie. Peut-être un mot quand même sur ce que vous avez dit, sur les confidences qu'il distillait ou non, et sur ses amitiés, parce que vous avez cité un certain nombre de ses amis. Dominique Bertinotti, voilà, le film nous rappelle sa fidélité à ses amis. Pierre Berger parle même d'un culte de la fidélité, on l'entendait dans le film. Ça se manifestait comment ? Il y avait un moment à l'Élysée, puisque j'ai travaillé 3 ans auprès de lui à l'Élysée, il y avait un moment que vous connaissez tous sur ce plateau, qui était la remise de décorations. Et je me souviens très bien, il remettait des décorations à des paysans nivernais. Et ces hommes ont eu droit à un discours d'une humanité, d'une qualité, d'une proximité. Et je pense que ça tenait au fait que François Mitterrand n'a jamais oublié ce qu'il devait dans son parcours politique, justement, à la Nièvre, au rapport qu'il avait avec les citoyens. Et voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose qui explique cette notion de fidélité. Il sait ce qu'il doit et à qui il le doit et de quelle façon il peut leur montrer. Pierre Favier, on voit bien, il y a un rapport très intime aux Français, de toutes conditions, et sans jamais céder au populisme. Oui, alors, chez Mitterrand, il n'y avait jamais de familiarité, aussi bien avec ses amis politiques, les dirigeants du Parti socialiste, ou des amis industriels ou autres. Il n'y avait pas de tutoiement, pas davantage avec les paysans dont on parlait tout à l'heure dans la Nièvre. Il n'y avait pas de familiarité, mais il y avait quand même une forte proximité entre Mitterrand et les gens avec lesquels il entretenait une relation d'amitié, mais jamais de familiarité. J'ai vu très très peu de gens qui le fréquentaient, même des plus proches, le tutoyer, en dehors de Bénouville, du général de Bénouville qui était député gaulliste, de Chaban-Delmas qui le tutoyait, et aussi de quelques-uns de ses amis qu'il avait rencontrés pendant sa captivité en Allemagne, c'est-à-dire Pelat et quelques autres, un prêtre entre autres. Ceux-là le tutoyaient, mais à part ces quelques exceptions, il se comptait sur les doigts d'une main. Tous les autres le vouvoyaient et lui parlaient avec une certaine distance et un certain respect. Et Mitterrand, qui effectivement était très attentif aux autres, qui pouvait parler effectivement des cultures, de l'agriculture avec tous ces gens, avec les paysans de son département d'élection, n'avait jamais une relation familière ou de familiarité. Alors, il faut qu'on évoque l'un des autres aspects de ce film qui est évidemment passionnant et qui est central dans le film, puisque le film retrace les 2 dernières années de sa vie. C'est la maladie, c'est le rapport à la mort. Et on ressort de ce film en se disant que François Mitterrand, c'est aussi l'histoire d'un mensonge, puisque ce que le film ne rappelle pas tout à fait, mais enfin, c'est qu'il est très, très tôt au courant de sa maladie, et cela, Dominique Bertinotti, de fait, il le cache aux Français. Je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement en quelques 80, mois seulement après avoir accédé à l'Élysée. Ouais. Et après, il faut aussi se poser la question, et c'est pour ça que le terme de mensonge, moi je mettrais plutôt le terme de mission, c'est qu'à un moment donné, dans le monde politique, on n'avait aucune réflexion sur qu'est-ce que signifiait un président malade et sur le fait que est-ce que la maladie, parce que c'est ça la seule vraie question, empêche véritablement d'exercer dans la plénitude de toute sa conscience ses fonctions. Ça, ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, on sent qu'à la fois, il n'y a pas de réflexion et en même temps, il pressent sans doute que ça peut l'empêcher d'exercer le pouvoir. À mon avis, il n'y a pas un mensonge, il y a quand même une rémission. Est-ce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, ça a duré 14 ans, et 14 ans pendant lesquels, moi je l'ai vu crever les journalistes qui le suivaient. Alors, il y a eu une rémission à laquelle il a cru.
quand même. Et s'il n'y avait pas eu de rémission, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Donc ça me paraît... c'est pas une omission, c'est pas un mensonge, à mon avis. C'est vraiment l'espoir que c'était derrière lui. Bon, et l'espoir a été vaincu, évidemment, à partir de 92, au moment où il a été obligé de se faire opérer. Mais moi, je me rappelle, j'avais une émission à faire, la première émission à la télévision qu'il a faite en 81, c'était en décembre 81, et j'étais en train, dans le bureau, avec Pierre Desgroupes et Rousselet, en train d'aborder les grands thèmes de l'émission lorsqu'il a poussé la porte. Et il a dit « Lequel de vous me demande comment je vais ?» Alors on s'est regardé avec Desgroupes, et Desgroupes a dit « Moi, j'ose pas. » Et donc c'est ainsi que, quand même, j'ai commencé l'émission en disant « Comment allez-vous ?» Et il a raconté qu'il a eu différents ennuis au début du mois de septembre, octobre, et que maintenant, c'était derrière lui. Et je crois qu'il ne mentait pas à cette époque. Pierre Favier, sur cette question, sur sa maladie, vous le disiez, vraiment beaucoup fréquenté après sa sortie de l'Élysée, à un moment où là, vraiment, pour le coup, il était extrêmement affaibli. Au tout début de son mandat en 1981, à quel moment vous commencez à comprendre, à vous douter qu'il y a des soucis de santé ? Oui, donc je voudrais revenir d'un mot sur ce que disait Michel Cotta. Effectivement, on ne peut pas imaginer Mitterrand rendant public sa maladie, et sa maladie très grave, à l'automne de 81. Il faut se remettre dans le contexte politique de l'époque, qui était quand même une bataille frontale entre la droite et la gauche. C'est la première fois que la gauche arrivait au pouvoir depuis 25 ans. Et imaginons que Mitterrand annonce sa maladie dès l'automne, dès le mois de novembre 81, mais l'opposition, qui était quand même assez puissante et déterminée à le bousculer, lui aurait demandé de démissionner. Il était impossible, à mon avis, politiquement, d'annoncer sa maladie à l'automne 81. Ou alors il devait partir, il aurait été contraint au départ. Et alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les médecins, le professeur Steg de Cochin, plus son médecin personnel, lui annonce à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre 81, qu'il est frappé d'un cancer de la prostate, et on lui donne maximum 2 années de survie. Et rendez-vous compte de ce qui s'est passé finalement, jusqu'à 1992 et 93, il a pu gouverner en étant soigné sans que cela pose le moindre problème d'exercice du pouvoir. Et dites-nous d'ailleurs, parce que je crois que là-dessus, c'est intéressant, en 1994, quand vous continuez à converser avec lui, on lui propose de prendre des antalgiques contre la douleur, et je crois que vous racontez qu'il refuse d'en prendre. Pour quelle raison ? Effectivement, à l'automne de 1994, c'est le moment le plus difficile, le plus pénible pour lui, parce qu'il a son cancer, ça on le sait, et le cancer évolue, mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il souffre beaucoup de ce cancer, et à longueur de journée, il est dans la douleur. Alors, dans cette période-là, j'ai eu pas mal de conversations avec lui dans son bureau, en fin de journée, on est à l'automne de 1994, et là, il me confiait qu'il souffrait beaucoup. Et spontanément, je lui répondais, mais aujourd'hui, les médecins sont capables de soulager la douleur. Ils ont des moyens de vous calmer. Et alors, à chaque fois, j'avais la même réponse de François Mitterrand qui me disait, on peut peut-être me soulager, calmer ma douleur et mes souffrances, mais dans ce cas-là, je pense que je n'aurai plus tous mes esprits. Et je veux absolument garder toute ma tête. Voilà pourquoi je refuse les antalgiques, les médecins qui me proposent. Et au bout du compte, il a fini par accepter que le docteur Tarot, qui était un des meilleurs spécialistes du traitement de la douleur, s'occupe de lui à partir de la mi-novembre 1994. Et à partir de là, Mitterrand était soigné pour la douleur, mais j'allais dire au millimètre par le docteur Tarot. C'est intéressant là-dessus parce que... Là-dessus, Dominique Bertinotti nous disait tout à l'heure qu'il craignait effectivement que la maladie puisse avoir une influence sur son jugement. Je voudrais qu'on regarde un extrait qui d'ailleurs n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la maladie, mais c'est l'une des toutes dernières prises de parole publiques de François Mitterrand pendant son mandat, c'est le 8 mai 1995. Et à ce moment-là, il va tenir des propos qui sont des propos polémiques. On regarde et puis on en parle juste après.
Je ne suis pas venu célébrer la victoire dont je me suis réjoui pour mon pays en 1945. Je ne suis pas venu souligner la défaite parce que j'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons. Nous aimons nos patries. Restons fidèles à nous-mêmes. Relions le passé et le futur. Et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre. Voilà, peu m'importe l'idée qui habitait ces soldats. Il parle des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, aujourd'hui, ce genre de phrase aurait sans doute pris des proportions complètement différentes. Là, encore une fois, on a affaire à un homme extrêmement affaibli. La question est de savoir dans quelle mesure, à la fin de sa vie, il était parfaitement conscient de ce qu'il disait, Michel Cotta. Il était tout à fait conscient et depuis assez longtemps. Moi, quand je parlais tout à l'heure de rémission, c'est que je suis persuadé, moi, entre 81, date à laquelle on lui a dit il y a un cancer, et puis 92, qui est quand même il y a 10 ans, dans lequel il s'est dit je m'en sors. Alors, je pense qu'à l'époque, il souffrait beaucoup moins que dans l'époque décrit, évidemment, dans le film. Pierre Favier. Maintenant, est-ce qu'il avait toujours en tête, et depuis longtemps, l'idée de la mort? Comme vous savez, dès qu'un de ses amis était à l'hôpital ou dès qu'un de ses amis s'apprêtait à mourir, il était tout le temps là, tout le temps présent, l'appelant, le réconfortant. Ça, c'était effectivement, il y a toujours eu chez Mitterrand l'idée de la mort. Et Pierre Favier, d'un mot, vous l'aviez suivi dans ce déplacement qu'on vient de voir? À Berlin, oui, à Berlin au mois de mai 95. Oui, effectivement, son propos avait fait polémique, mais au bout du compte, et quand on le regarde 30 ans après, on se rend compte que ça s'inscrivait absolument dans la démarche du général de Gaulle, qui en 1963 avait signé avec le chancelier Adenauer un traité de réconciliation franco-allemande. Et dans le discours de Mitterrand de 95, il y a cette volonté de réconciliation qui est déjà en grande partie accomplie, cette volonté de construction européenne, et il dit, bon, le passé, ces guerres ont été épouvantables, terribles, maintenant est venu le moment de la réconciliation et de l'entente franco-allemande. Dominique Bertinotti, sur ce dernier discours, sur la lucidité de François Mitterrand jusqu'au bout. Hein. Totalement. Et je pense que c'était pour lui le marqueur ultime. Il n'aurait pas pu concevoir ne pas avoir toutes ses facultés intellectuelles jusqu'au bout. Ça c'était, pour avoir travaillé avec lui jusqu'au bout, avenue Frédéric Leplay, et donc d'avoir, puisqu'il travaillait à des écrits, l'exigence intellectuelle était toujours là, la rigueur intellectuelle était toujours là. Ce que je voudrais dire sur cet extrait qu'on voit, d'abord, c'est la profondeur de la réflexion qui impressionne dans la portée de ce discours. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un discours aussi porté par un homme qui sait que sa fin est malheureusement proche et qui a un regard à la fois rétrospectif, mais aussi porteur d'un message d'avenir. Et ce lien qu'il a toujours eu entre le passé, moi je veux dire aussi l'histoire, il a un rapport très très fort à l'histoire, et cette volonté aussi de dire que l'histoire se poursuit, et quelle trace on va laisser dans l'histoire, et qu'est-ce que les nouvelles générations vont faire à la fois de cet héritage. On le sent, c'est un discours qui, à mon avis, peut parler à des jeunes encore aujourd'hui, qui est vraiment inspirant. Il avait conscience de sa place dans l'histoire, mais depuis le début. Hein. Depuis le début, ça j'en suis pas sûr. Enfin, il a eu assez tôt dans sa vie. Je vous pose la question parce qu'on revoit dans le film évidemment les images notamment du Panthéon, l'arrivée en 1981. Il y a un sens, on va dire,
de la liturgie républicaine qui veut marquer les esprits. Il veut d'abord marquer des esprits et ensuite, surtout à partir du moment où il est président. Et une fois qu'il a gagné, effectivement, il veut laisser à la première présidence socialiste de la Ve République une marque. Et évidemment, il me semble que son investiture et le Panthéon, c'est évidemment un signe, un symbole. Il commence par honorer la mémoire et les morts en allant au Panthéon. C'est surtout quand même dans la politique qu'il voulait passer sa trace, et sans doute aussi dans Paris, mais ça c'est une autre histoire. C'est maintenant devenu très très rare dans l'actuelle classe politique, mais c'est quelqu'un, François Mitterrand est quelqu'un qui sait que, et pas simplement pour une question d'ego personnel, mais il s'inscrit dans une histoire. Il est né lors de la Première Guerre mondiale. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu Yalta, le partage du monde. Je veux dire, à un moment donné, il n'est pas passé comme ça. Donc, il est nourri à la fois, y compris de son milieu familial duquel il vient. Et c'est tout cela qui, au fond, la cérémonie du Panthéon, c'est déjà, je dirais, une page qui se tourne et qui est la traduction de ce dont il a hérité lui-même, de ce qu'il a conduit comme ensuite homme politique, comme principal, celui qui va porter la gauche au pouvoir, mais il sait qu'il s'inscrit dans une continuité historique qui est autre, et d'où le choix aussi des tombes sur lesquelles il dépose une rose à l'intérieur du Panthéon. Ce qui le traverse, ce qui le transcende, il en est beaucoup question dans le film, c'est assez passionnant. Il y a notamment une expression qui revient à plusieurs reprises, les forces telluriques. Il faudrait qu'on regarde cet extrait. Il y a les forces de l'esprit, mais lui parle de forces telluriques à plusieurs reprises, c'est assez étonnant. Regardez ce qu'en dit par exemple Georges Kiechmann, qui l'accueillait souvent chez lui à Belle-Île. Belle-Île, il ne connaît pas. Et c'est un paysage nouveau pour lui. Et de même qu'il aurait plaisir à s'intéresser à un écrivain nouveau qu'il découvrirait, il a plaisir à découvrir un nouveau territoire. Il a fait des allusions aux forces de l'esprit. Il y avait quelque chose en lui qui croyait à une sorte de courant tellurique qui venait de la terre et pas seulement de l'esprit. Et à Belle-Île, le côté tantôt doux, tantôt sauvage, est une sorte le résumé de la nature. Il a son chien sur les talons, il a quelques amis avec lui. Il est au fond dans le bonheur d'une sorte de paix qu'il ne trouverait nulle part ailleurs. Voilà. Michel Cotta, force tellurique, voilà ce rapport à la terre, aux éléments, c'est très présent chez lui. C'est d'ailleurs dans son dernier vœu aux Français, les forces de l'esprit. C'est-à-dire, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Il y a quand même dans ces vœux aux Français, d'abord une sorte de reconnaissance d'une vie éternelle. Et il avait dit, vous vous rappelez, je suis né... Une messe pourrait être dite, c'était rappelé dans le film. Il avait dit, je suis né chrétien, je mourrai chrétien, mais dans l'intervalle... Donc il y a de sa part cette façon de dire, ce « je ne vous quitterai pas » reste quand même très significatif de ce qu'il pense de la vie, de la mort et de la vie après la mort. Je ne vous quitterai pas, mais voilà, en quoi est-ce qu'il est encore présent? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, François Mitterrand, Dominique Bertinotti, dans la pratique politique? J'allais dire, je vais répondre peut-être à la première partie de votre question, qu'est-ce qu'il en reste? Et puis, après, dans la pratique politique aujourd'hui, ce que l'histoire retiendra, c'est que François Mitterrand a été capable de porter, pour des générations qui ne connaissaient que la droite au pouvoir et qui ne voyaient pas comment on peut être gouverné par d'autres forces, il a porté la gauche au pouvoir. Et donc, tous les acquis sociaux, en particulier des années 81-83, les acquis sociétaux, que ça soit la peine de mort, la retraite à 60 ans, enfin, tout cela reste et a construit et a continué à construire un imaginaire collectif très fort. Effectivement, ensuite, nous avons eu soit un président comptable, soit un président expert. Et ça n'a plus grand-chose à voir avec l'essence même de la politique.
l'essence même de la politique. Et ce n'est pas qu'une question de changement de société, de période, de situation. C'est qu'il y a chez François Mitterrand, et qui manque chez beaucoup de politiques aujourd'hui, une véritable réflexion sur ce qu'est la politique, l'exercice du pouvoir. Moi, j'ai assisté à l'Élysée à une réunion où il avait convoqué tous ses conseillers, ce qui était excessivement rare, et où il a tenu, je ne sais pas, il y avait 40 conseillers, il a tenu une véritable leçon de politique, de qu'est-ce que la politique ? Qu'est-ce que la politique ? Et ce n'est pas le gouvernement des experts ou le gouvernement des gestionnaires. Pierre Favier, ce sera le mot de la fin sur cet héritage de François Mitterrand. L'héritage de François Mitterrand, c'est bien compliqué. C'est à la fois l'alternance permise, possible, et en même temps, je pense, le message européen et l'action européenne. Merci beaucoup, merci à tous les trois de nous avoir éclairés. Je vais renvoyer à vos livres respectifs. Dominique Bertinotti, Le jour où la gauche s'est perdue, c'est paru chez Calman Lévy. Pierre Favier, l'ouvrage de référence, bien sûr, La décennie Mitterrand, mais aussi 10 jours en mai, paru en 2011 au Seuil. Et Michel Cotta, Les cahiers secrets de la Ve République, paru dernièrement chez Fayard. Et puis je renvoie également au Monde selon Mitterrand, combat, pensée, arrière-pensée chez Taillandier. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.